Un énorme gouffre est apparu près du quai Harumi, attirant l'attention des autorités qui ont dépêché une équipe pour enquêter. Il semblerait que ce ne soit pas un simple donjon de petite taille. Si cette formation est confirmée, ce serait le 6e donjon reconnu au Japon, où il en existe déjà 5. Un journaliste en direct nous emmène au cœur du donjon blanc de Sapporo, actuellement en exploration au 18e étage. Il nous montre avec enthousiasme les nombreuses créatures ressemblant à des fées qui peuplent cet endroit mystérieux. L'excitation monte alors que la découverte se poursuit. Yuma utilise sa magie de foudre pour attaquer un monstre avec précision. La créature laisse tomber une gemme magique précieuse, une pierre de lune blanche pure estimée à environ 1,4 million de yens. Yuma se réjouit de cette chance inattendue. Cela fait maintenant 7 ans que les donjons sont apparus, transformant la peur initiale en une industrie majeure acceptée par la société. Les mystérieuses créatures qui peuplent ces donjons donnent naissance à des gemmes magiques, source d'énergie pour la magie. Même face à des phénomènes aussi extraordinaires, seuls quelques élus en tirent profit, ceux qui sont populaires et soutenus par des sponsors, ceux reconnus par le gouvernement pour leur capacité physique, ou ceux appuyés par de grandes entreprises. Yuma, lui, se sent exclu de ce cercle privilégié et déplore l'injustice de sa situation, convaincu qu'un simple normie comme lui n'a aucune chance. Yuma est surpris par les aboiements inhabituels de Mamezu, son chien habituellement calme. Intrigué, il se demande si quelqu'un est entré dans la cour. Peu importe ses efforts, rien de bon ne semble lui arriver, il se juge ni intelligent ni talentueux, convaincu que sa vie n'a pas vraiment de valeur. C'est ce sentiment d'impuissance qui l'habite en ce moment. Jusqu'au jour où il découvre un étrange trou dans son jardin, une découverte qui pourrait bien bouleverser son destin. Accompagné de Mamezu, il s'avance vers cet endroit mystérieux, curieux et intrigué. Yuma découvre que le trou dans son jardin n'est pas un simple effondrement, mais une étrange caverne. Intrigué, il éclaire l'intérieur avec une lampe torche, cherchant à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Soudain, il perçoit un léger mouvement, ce qui attise encore plus sa curiosité. Au fond de la caverne, une petite créature gélatineuse et mystérieuse apparaît, captivant immédiatement notre héros. Intrigué, il s'interroge sur la nature de cette étrange forme. Plus tard, en consultant son téléphone, il découvre une image qui lui rappelle cette créature, éveillant un nouvel espoir. Yuma consulte des informations sur les slimes, découvrant que ceux-ci ont un corps translucide et se déclinent en plusieurs couleurs. Il apprend qu'une créature similaire à celle dans son jardin a été aperçue aux États-Unis, mais les détails restent flous à cause d'images de mauvaise qualité. En réalisant que ce Metal Slim n'a jamais été vaincu, il se demande s'il pourrait être le premier à y parvenir. Yuma réfléchit à la taille réduite de la grotte, doutant qu'elle puisse être un véritable donjon. Il se persuade que seuls ceux poussés par une curiosité futile s'y aventureraient, car la profession d'explorateur de donjon reste extrêmement risquée. Cette pensée le fait soudainement prendre conscience du danger potentiel. Les gemmes magiques se négocient à plusieurs millions de yens, révélant leur immense valeur. Un personnage au sourire narquois semble réaliser qu'un rêve est en train de se concrétiser. Yuma se tient devant l'entrée étroite de la grotte, tenant un marteau, convaincu que sa petite taille limite les risques. Il pense que cette étroitesse empêche toute fuite, ce qui devrait réduire le danger. Une créature étrange se trouve à l'intérieur, renforçant l'atmosphère mystérieuse du lieu. Yuma frappe la créature étrange avec son marteau, mais celle-ci rebondit vivement, rendant l'attaque inefficace. Il lui ordonne alors de cesser de sauter partout. Visiblement frustré par son agilité, essoufflé, il reconnaît que la créature est plus résistante qu'il ne l'imaginait. Alors qu'il tente une nouvelle attaque, la créature réagit soudainement en frappant violemment le protagoniste. Ce dernier est pris de court et subit un coup qui le fait reculer, laissant transparaître sa douleur. La bataille devient de plus en plus intense et dangereuse. Épuisé, le protagoniste se laisse tomber sur le canapé, reconnaissant que l'épreuve qu'il vient de traverser était particulièrement difficile. En regardant son téléphone, il se demande comment il pourrait bien vaincre une créature aussi redoutable. Il met en garde Mamezu, lui conseillant de ne pas s'approcher du trou où se cache ce monstre féroce. Yuma découvre sur son téléphone que les slimes sont censés être des monstres faibles, facilement vaincus par un enfant. Il refuse d'y croire, rappelant l'intensité du combat qu'il vient de vivre. Il s'interroge aussi sur la profondeur du trou, qui semble bien trop faible pour abriter un monstre aussi puissant. Yuma réalise qu'il ne peut pas utiliser la magie et commence à envisager d'abandonner, mais une idée lui vient. Si le monstre est fait de métal, alors le feu pourrait être une arme efficace contre lui. Il se demande alors s'il pourrait le vaincre simplement en le brûlant, même sans magie. Yuma sort un brûleur à gaz destiné au barbecue, convaincu que le feu pourrait être son arme contre le slime métallique.
il s'approche prudemment du monstre, lui demandant de ne pas trop s'agiter, mais le Slim, agité, se met à bouger frénétiquement, rendant la tâche difficile. Yuma tente d'allumer son brûleur à gaz, mais le Slim métallique réagit brusquement et lui donne un coup, le faisant grimacer de douleur. La situation devient encore plus compliquée. Épuisé et découragé, notre héros s'effondre sur son lit, complètement dépassé par la situation. Il envisage de simplement cacher le problème ou de le signaler aux autorités, mais l'idée même de devoir contacter la police ou le gouvernement local lui semble insupportable. Le poids des responsabilités et des complications le pousse à se dire qu'il en a vraiment assez. Yuma se remémore amèrement qu'il n'a jamais eu de chance et que rien ne s'est jamais bien passé dans sa vie. Il s'interroge sur la raison de tant de souffrances, convaincu que tout cela aurait pu être évité s'il n'avait pas découvert ce problème. Son esprit tourmenté reflète un profond désespoir face à son sort. Yuma se parle à lui-même, conscient qu'il devrait cesser de s'impliquer dans cette affaire. Pourtant, il ne peut s'empêcher de rester profondément attaché à ce qui se passe, ce qui le trouble encore davantage. Ses pensées révèlent un conflit intérieur intense entre son désir de fuir et son engagement persistant. Malgré son désespoir, le protagoniste fouille avec détermination dans son placard. Soudain, un éclat d'espoir brille dans ses yeux lorsqu'il s'exclame « Ravi, je l'ai trouvé ». Yuma tient un spray refroidissant en main et réfléchit à son utilisation. Il se demande si, comme pour les insectes, ce spray pourrait immobiliser un métal Slim. Il envisage ensuite une stratégie combinée, refroidir la créature pour la rendre fragile, puis la chauffer rapidement avec un brûleur à gaz pour la briser. Yuma, le regard déterminé mais marqué par l'incertitude, se prépare à tenter sa dernière chance. Il sait que si cette tentative échoue, il devra abandonner. Debout devant une ouverture mystérieuse, il serre fermement ses outils, prêt à affronter ce qui l'attend. Yuma réfléchit à l'effet du spray refroidissant, qui fige les insectes, et se demande s'il pourrait immobiliser un métal Slim de la même manière. Il envisage ensuite une stratégie combinée, refroidir la créature pour la rendre fragile, puis la chauffer rapidement avec un brûleur à gaz pour la briser. Convaincu que cette méthode pourrait fonctionner, il se prépare à l'essayer. Yuma réalise que ce métal Slim ne quitte jamais la grotte, constatant qu'il se trouve profondément à l'intérieur. Il n'a pas d'autre choix que de s'y aventurer. Il s'approche prudemment de la créature, prêt à mettre son plan à exécution. Yuma commence par pulvériser son spray refroidissant sur le métal Slim, observant la formation de givre à sa surface. Il prépare ensuite son brûleur à gaz, prêt à enchaîner avec la deuxième étape de son plan. La tension monte alors qu'il s'apprête à tester cette stratégie risquée. Le métal du Slim commence à se fissurer, preuve que la technique fonctionne enfin. Yuma, encouragé, se prépare à frapper avec le marteau qu'il a apporté dès le début, espérant que la créature est suffisamment fragilisée. L'excitation mêlée à la tension est palpable alors qu'il s'apprête à passer à l'action. Saisissant une nouvelle opportunité, notre héros brandit son marteau avec détermination. Il frappe avec force sur la créature, décidé à en finir cette fois-ci. L'impact résonne, signe que son coup pourrait être décisif. Yuma constate avec soulagement que sa frappe a brisé l'œuf, signe qu'il a réussi son coup. Pourtant, malgré cette victoire, il réalise avec déception que la précieuse gemme magique n'est pas tombée. Un mélange de fatigue et de frustration se lit sur son visage, tandis qu'il fait face à ce nouvel obstacle. Yuma s'étire en regardant le ciel, se félicitant d'avoir réussi son coup malgré tout. Fatigué, il décide de recouvrir la zone avec du carton, tandis que son chien Mamezu semble réagir à ses paroles. Ainsi se termine la lutte acharnée entre Yuma Mitaka et la mystérieuse créature visqueuse. La nuit laisse place à l'aube sur la ville, marquant la fin d'une longue attente. Pourtant, la situation semble loin d'être résolue comme prévu. Dans sa chambre, notre héros se réveille, tandis que Mamezu aboie et grogne à la porte, comme pour annoncer un nouveau défi. Une femme demande à Yuma d'aller voir ce qui dérange Mamezu, qui aboie et grogne sans cesse depuis ce matin. En sortant, Yuma découvre un chat visiblement irrité. En examinant de plus près, il semble avoir identifié la source du problème. Yuma reconnaît une présence familière au fond de la grotte, son vieil ami, le Slim métallique. Cette rencontre inattendue semble annoncer un tournant dans son aventure. L'histoire fait un saut géographique jusqu'à Tel Aviv, en Israël, où se trouve l'International Dungeon Research Organization, IDR. Ce lieu semble jouer un rôle clé dans la recherche et la gestion des donjons à l'échelle mondiale. Dans les locaux de l'International Dungeon Research Organization, Ethan Noble, expert en recherche sur les donjons, fait son apparition. Il est rapidement rejoint par son assistant, Clark Griffin, qui l'accompagne dans ses travaux. Ethan exprime son enthousiasme intact malgré la répétition de ses observations.
Une immense tablette de pierre, découverte aux étages intermédiaires du donjon le plus profond du monde, Orphée, attire l'attention, ces inscriptions sacrées intriguent le protagoniste, qui se prépare à en révéler le contenu, un sourire énigmatique éclaire son visage alors qu'il s'apprête à lire les inscriptions gravées. Ethan Noble, expert en recherche sur les donjons, est présenté avec sérieux et détermination, son assistant, Clark Griffin, le rejoint, prêt à l'accompagner dans ses travaux, malgré la routine, Ethan affiche un enthousiasme intact, affirmant ne jamais se lasser de ses découvertes. Les inscriptions gravées sur la tablette révèlent une prophétie inquiétante, à l'éveil du roi des monstres, le monde s'engagera sur la voie de la destruction, un sourire mystérieux éclaire le visage du protagoniste, comme s'il anticipait déjà les conséquences de cette révélation. Yuma découvre que les classes sont réparties selon les résultats de l'examen d'entrée, plaçant la classe 3 comme celle des moins performants. Plusieurs étudiants se présentent, Ryosuke Ashiya, le plus âgé à 30 ans, Amanaka, 23 ans, et Yuma Mitaka, le plus jeune à 18 ans, malgré leurs différences d'âge. Ils acceptent leur statut comme un Drashiver, et décident de s'entraider. Yuma s'interroge sur la raison pour laquelle Rui et Kaed, malgré leur statut de décrocheurs, se retrouvent dans la même classe. Ils réalisent que leur différence vient de leur attitude, tandis qu'eux étudiaient assidûment pour atteindre leurs rêves. Rui et Kaed étaient résignés et se plaignaient de l'injustice de la vie. Par ailleurs, il apprend que Kaed est la fille d'une célèbre entreprise pharmaceutique liée au donjon, ce qui la distingue des autres élèves. Yuma apprend que Rui Amazawa, qui a aidé quelqu'un dans un donjon rouge, possède le plus haut indice de mana de l'histoire, ce qui fait d'elle une figure talentueuse dans le monde des chercheurs. Il se demande comment il pourra combler l'écart avec cet ami d'enfance si doué et toujours assidu. Par ailleurs, un autre recordman serait un lycéen qui a attiré l'attention d'Elsie. Une rumeur circule selon laquelle, parmi les 3 classes, un élève aurait un indice de mana égal à 0, cette révélation choque profondément le protagoniste, qui découvre avec incrédulité ce score exceptionnellement bas. Yuma est abasourdi d'apprendre que Mitaka a un indice de mana nul, ce qui semble impossible malgré les conseils de Kagurazaka sur les slimes rouges. Ses camarades, tout aussi surpris, lui demandent comment il a réussi à passer avec un tel score, alors qu'il assure avoir obtenu de bonnes notes aux examens écrits et pratiques. Cette situation inattendue intrigue tout le monde, car normalement un indice de mana à 0 serait rédhibitoire. Malgré des indices de mana faibles, Amanaka et Ashiya relativisent leur situation en affirmant que leur niveau reste bas, mais pas si différent de celui de Mitaka. Ils acceptent leur manque de talent apparent pour le mana, tout en gardant espoir quant à leur potentiel de croissance future. Ashiya encourage à ne pas abandonner, suggérant que leur capacité à accumuler du mana pourrait encore évoluer. Malgré le retard pris dès le départ, Ashiya encourage notre héros à ne pas se précipiter, insistant sur le fait que l'important est de franchir la ligne d'arrivée. Ils se motivent ensemble en se considérant comme des tardifs, prêts à montrer que la véritable compétition ne fait que commencer. Après avoir pris conscience de leur retard, les 3 se donnent à fond dans leur entraînement. Ils s'exercent au combat contre des slimes créés artificiellement, tout en étudiant intensément les lois et conditions sociales liées au donjon. Leur persévérance porte ses fruits, et ils se lancent enfin à l'assaut des monstres dans le donjon bleu. Yuma, conscient d'avoir les statistiques les plus faibles, demande l'autorisation d'utiliser le donjon artificiel pour s'entraîner en solo. Il affirme croire en son potentiel de tardif et est déterminé à faire tout son possible pour faire grandir son indice de mana. Motivé, il s'engage pleinement dans cet effort. Yuma reste désespérément à 0 pour son indice de mana, tandis que ses camarades affichent des scores bien plus élevés. La pression monte, s'ils ne dépassent pas un indice de 50 avant les examens de mi-semestre, ils devront abandonner. Malgré tout, une pointe d'admiration se glisse dans leurs remarques, reconnaissant que ce 0 pourrait aussi être une forme de talent unique. Yuma commence à douter de ses capacités, pensant qu'il n'est peut-être pas fait pour devenir un chercheur. Pourtant, il reste déterminé à lutter jusqu'au bout, conscient que le temps n'est pas encore perdu. Dans la salle, plusieurs camarades du 3e groupe montrent aussi des signes de découragement face à la faible progression de leur indice de mana, illustrant que l'effort seul ne suffit pas dans ce monde où talent et travail doivent aller de pair. Malgré la différence cruelle de talent qui s'est révélée dès leur début en donjon, notre héros refuse d'abandonner. Un message de Kaed lui apporte un peu de réconfort et de soutien, renforçant sa détermination à réussir les examens de mi-semestre. Il se promet de tout faire pour obtenir son diplôme ASTI aux côtés de Rui et Kaed. Au siège de l'Organisation internationale de recherche sur les donjons, 2 chercheurs discutent de l'absence d'informations sur le Black King. Malgré les phénomènes encore inexpliqués liés à la tablette de pierre,
ils s'interrogent sur la véritable défaite de ce mystérieux adversaire, tout en affirmant leur confiance dans l'authenticité de la tablette. Deux chercheurs débattent des récents accidents liés aux donjons artificiels, soulignant l'urgence de trouver leur cause pour éviter des catastrophes plus graves. L'un d'eux semble agacé par la mention du « à coup d'un tandis que l'autre insiste sur la nécessité de compiler des rapports pour mieux comprendre ces phénomènes. Malgré la tension, un sourire sarcastique éclaire le visage de l'un des chercheurs, blâmant ceux qui s'aventurent dans ces donjons. Yuma exprime son opposition ferme aux donjons artificiels, jugeant particulièrement inacceptable la recherche sur les monstres qui y est menée. Il rappelle qu'il reste encore beaucoup d'inconnus sur les donjons naturels et considère présomptueux de vouloir les recréer artificiellement. Il met en garde contre une confiance excessive en la science, qui pourrait conduire à des conséquences douloureuses. 2 mois se sont écoulés depuis l'entrée au STI en juin, et une séance d'entraînement conjointe d'exploration de donjons est organisée. Au milieu de la foule, une camarade interpelle le protagoniste, évoquant la descente prévue au 3e niveau souterrain du donjon artificiel. Le groupe sélectionné pour la descente au 3e niveau du donjon artificiel compte 15 personnes, dont Rui. 2 candidats au rôle de sauveur sont également présents, protégés par les aspirants explorateurs. Yuma explique que l'objectif de l'entraînement est de rapporter les pierres magiques tout en cartographiant le chemin, soulignant la difficulté de s'orienter dans un donjon réel où le terrain et les itinéraires sont souvent inconnus. Un camarade s'intéresse à l'épée du protagoniste, qui explique qu'il s'agit d'une arme enchantée grâce à une gemme magique permettant de canaliser le mana pour utiliser de puissants sorts. Intrigué, le protagoniste murmure le mot magie. Son interlocuteur confirme qu'il compte tester cette arme lors de l'entraînement du jour, après avoir entendu une rumeur selon laquelle il aurait absorbé une pierre précieuse non traitée. La gemme magique que Rui a acquise au lycée, appelée le rubis rouge argenté, est un trésor rare avec un indice de mana de 7 cents, estimé à 14 millions de yens. Yuma réalise que la facilité d'utilisation de cette gemme reflète le niveau exceptionnel de mana de Rui, qui dépasse les 7 cents. Conscient de l'écart grandissant entre eux, il se motive à s'entraîner sérieusement tandis que le groupe se dirige vers la salle de contrôle pour observer la sélection. Le groupe arrive dans le sous-sol du bâtiment STI, dédié à la recherche sur le donjon artificiel. 2 hommes en blouse discutent de la robustesse des installations, assurant que les vibrations et bruits des étages supérieurs ne posent aucun problème grâce à une construction solide. Ils annoncent que l'entraînement va bientôt commencer aux étages supérieurs. Les 2 chercheurs observent les créatures enfermées derrière une vitre renforcée, notant qu'Adama reste calme tandis que Perséphone, après une excitation initiale, s'est apaisée. Ils assurent que même si les monstres deviennent agités, la vitre ne devrait pas céder. Cependant, l'un d'eux attire l'attention sur un autre problème, plus préoccupant. Les chercheurs observent un œuf mystérieux, confirmant la présence de faibles mouvements à l'intérieur, preuve qu'il s'agit bien d'un œuf de monstre. L'un d'eux s'inquiète du danger potentiel si celui-ci venait à éclore, d'autant qu'ils ignorent tout du type de créature qu'il pourrait engendrer. L'œuf a été découvert au 36e étage du donjon vert, un niveau peu profond, ce qui signifie que même s'il éclot, la créature ne sera qu'un juvénile. Les chercheurs rassurent que, même si le monstre s'avère dangereux, il ne pourra pas quitter la salle, protégé par la présence de nombreux explorateurs. Cependant, l'électrocardiogramme affiché à l'écran surprend soudainement les 2 scientifiques. L'électrocardiogramme s'emballe soudainement, provoquant une explosion de sang sur l'écran. La situation bascule instantanément dans le chaos et l'horreur. Dans une salle de contrôle, un intervenant explique aux étudiants l'importance de la formation simulée. Il insiste sur les dangers des donjons, soulignant que survivre et revenir sain et sauf est aussi crucial que vaincre les monstres. Les élèves, attentifs, sont prévenus que certains devront peut-être quitter le programme après l'évaluation de mi-parcours. Le combat intense se poursuit, avec une combattante lançant une attaque électrique tandis qu'une autre riposte avec une puissante flamme. Dans la salle de contrôle, un jeune homme observe la scène sur plusieurs écrans, visiblement impressionné par la démonstration. Les élèves discutent entre eux, impressionnés par le talent exceptionnel d'Amazawa et Kagurazaka, capables de manier des armes magiques grâce à une aptitude rare. Yuma écoute attentivement, conscient que l'écart de niveau est écrasant. Une autre voix remarque que pour Rui, cet entraînement semble être une simple formalité. Une alarme retentit soudainement, signalant un problème urgent. Les élèves, surpris, commencent à s'interroger sur la nature de cette alerte. Yuma, inquiet, cherche à comprendre ce qui se passe réellement. L'alarme retentit, et une voix ordonne aux élèves de rester calmes tout en lançant l'évacuation à partir du premier rang. Yuma s'interroge sur la réaction de Rui et des autres, qui semblent ignorer la gravité de la situation malgré l'alerte. Sur les écrans, Rui et ses compagnons paraissent eux aussi surpris.
sans vraiment saisir ce qui se passe. Pris de panique, notre héros s'élance soudainement dans le couloir, ignorant les consignes d'évacuation. Ses camarades, surpris, tentent de le retenir en l'appelant à revenir, inquiets face à son comportement impulsif. Le visage de l'élève qui s'effondre s'est brièvement affiché dans son esprit, et il est certain de ne pas s'être trompé. Déterminé, il serre le poing en avançant malgré la peur qui le gagne. Le groupe découvre avec horreur qu'Ichinoz est tombé, signe que la situation est grave. Malgré l'urgence, un membre insiste pour garder son calme et analyser les événements avant d'agir. Il décide de descendre aider Ichinoz, ordonnant aux autres d'évacuer immédiatement. Un membre du groupe décide d'y aller seul, estimant que ce sera plus rapide ainsi, tandis qu'une autre, déterminée, insiste pour l'accompagner face à l'écart de capacité avec Louis. Pendant ce temps, les autres sont sommés d'évacuer en urgence et de prévenir les explorateurs de sécurité de leur descente. Le duo se prépare à descendre ensemble pour secourir Ichinoz, affirmant leur devoir et leur détermination à s'entraider. Ils sautent dans l'obscurité, conscients du danger qui les attend. L'un d'eux propose d'éclairer leur chemin grâce à sa magie, tandis qu'ils s'enfoncent dans les ténèbres. Ils constatent avec inquiétude que personne n'est là où ils s'attendaient à les trouver. Malgré la chute récente, intrigués, ils remarquent une piste de sang qui pourrait les guider vers leur destination. Yuma réalise que leurs compagnons n'ont pas marché seuls, mais ont été traînés malgré leurs blessures. Cette révélation alarme le groupe, qui se dépêche en constatant que Kaed est en danger. Yuma tente de se fondre dans la foule pour entrer dans le donjon, mais il est rapidement interpellé par un explorateur chargé de la sécurité. Ce dernier lui ordonne de suivre les consignes d'évacuation, affirmant que les élèves coincés seront secourus par leur équipe. Yuma, inquiet, explique qu'il cherche un ami à l'intérieur. Yuma comprend que les explorateurs de sécurité ne prioriseront pas la recherche de Kaed, ce qui le pousse à décider qu'il doit agir seul. Il réfléchit à une manière d'entrer discrètement dans le donjon sans attirer l'attention. En observant autour de lui, il remarque du matériel qui pourrait avoir été introduit à l'intérieur, ce qui pourrait lui offrir une opportunité. Yuma repère un équipement entreposé, parfait pour se fondre dans le décor. Il remarque qu'aucun regard ni caméra de sécurité ne le surveille à cet endroit, et décide de saisir cette opportunité. Soudain, il active une transformation, prenant l'apparence d'une créature étrange. Yuma se liquéfie pour se glisser discrètement dans un sac entreposé. Une fois à l'intérieur, il se rassure en confirmant sa réussite, déterminé à venir en aide à Kaed au plus vite. Au niveau 5 du donjon artificiel, dans la zone de recherche, le protagoniste découvre une scène macabre. Tous les chercheurs sont morts, et le verre renforcé de la cage est brisé. Aucun monstre n'est visible à l'intérieur, ce qui ajoute au mystère de cette tragédie. Un chercheur alerte soudainement de la présence de monstres à l'extérieur. Juste avant d'être attaqué par une créature arachnide, un autre tente de lui porter secours, mais une gigantesque bête surgit brutalement, semant la terreur et la destruction autour d'elle. La scène devient rapidement chaotique, avec des corps tombant au sol dans un bain de sang. Une créature arachnide, couverte de sang, se tient prête à attaquer, dégageant une aura menaçante. D'un mouvement puissant, elle bondit dans les airs, prête à frapper avec une force dévastatrice. Le sol tremble sous l'impact de son saut, annonçant une violence imminente. La créature arachnide, désormais sortie de sa cage brisée, se tient face à une autre bête monstrueuse qui vient d'apparaître à travers le mur dévasté. Le calme avant la tempête s'installe, laissant présager un affrontement titanesque entre ces deux entités terrifiantes. Les protagonistes reçoivent un sac contenant des armes enchantées qu'ils doivent transporter plus loin à l'intérieur. La lourdeur du sac surprend, nécessitant même 2 personnes pour le porter. Malgré la difficulté, un personnage semble éprouver un regret silencieux en portant ce fardeau. Le sac est lourd parce que quelqu'un est à l'intérieur, incapable de voir l'extérieur pendant le transport. Yuma s'inquiète pour Kaed, tombé au 4e niveau après un effondrement, tandis que 2 autres sont descendus pour lui porter secours. Il comprend que Louis et Kagurazaka sont parmi ceux qui sont allés aider Kaed, confirmant que la voix entendue appartient bien à un étudiant du groupe de sélection. Le groupe décide d'évacuer les étages supérieurs tandis que certains se dirigent vers le 4e niveau pour secourir Kaed. Yuma, conscient de la situation, encourage à poursuivre la mission malgré les dangers. L'attention se porte alors sur la recherche de l'étudiant tombé, au cœur du donjon artificiel. Le sac commence à s'ouvrir, révélant un danger imminent qui pousse le groupe à se préparer au combat. Pour éviter d'être repéré, la créature à l'intérieur se retire temporairement au fond du sac. Profitant de la distraction, le protagoniste remarque que personne ne surveille le 4e étage.
offrant une opportunité pour avancer malgré la présence inquiétante du monstre. Yuma décide de laisser la capture aux professionnels et insiste pour aller secourir Kaed. Un membre du groupe reconnaît le nom de Sol Manti, un monstre du royaume profond, et s'interroge sur la présence d'un tel adversaire ici, suggérant qu'il faut plusieurs explorateurs de haut niveau pour qu'un monstre pareil existe. La tension monte alors que le combat s'engage. Un message d'alerte signale la présence d'un monstre au 4e sous-sol. Les corps ensanglantés confirment qu'il s'agit bien du redoutable Sol Manti, un ennemi du royaume profond. La gravité de la situation devient évidente pour tous. Épuisée mais déterminée, elle insiste pour avancer malgré la fatigue, tandis que le protagoniste reste calme et confiant. Ensemble, ils contemplent les nombreux ennemis vaincus, réalisant qu'ils ont dû en éliminer une centaine. Leur progression continue, marquée par un mélange de lassitude et de résolution. Yuma avance d'un pas lent, l'air las et perdu dans ses pensées. Jour après jour, il ne cesse de se demander ce qui se passe vraiment, tandis qu'un camarade l'interpelle soudain, le faisant sursauter. Kaed Ikinose, une amie d'enfance au caractère un peu taquin, interpelle notre héros en le taquinant sur sa réaction maladroite. Elle remarque qu'il arrive souvent en avance à l'école, ce qui est inhabituel pour lui, et lui demande s'il est devenu plus conscient de lui-même à l'approche de leur dernière année de lycée. Yuma, un peu gêné, essaie de minimiser la situation. Kaed demande à notre héros s'il sait ce que Rui prépare ces derniers temps, évoquant leur passé commun. Elle lui révèle que Rui souhaite travailler dans le domaine du dungeoning à l'avenir, ce qui surprend vivement le protagoniste. En marchant ensemble, ils discutent de cette idée, notant que ce secteur semble assez instable. Kaed informe notre héros que le secteur du dungeoning est en plein essor en ce moment. Elle explique que certains donjons, comme le White Dungeon, possèdent des gemmes magiques capables de soigner blessures et maladies. Cette particularité attire de nombreuses entreprises du secteur médical, ce qui explique leur engouement pour ce domaine. Yuma réalise qu'il ne connaissait pas l'ampleur du secteur du dungeoning lié aux soins médicaux. Kaed souligne à quel point Rui a une vision claire de son avenir, ce qui impressionne notre héros. Elle l'interroge alors directement sur ses propres projets pour le futur. Yuma, visiblement un peu hésitant mais déterminé, commence à réfléchir à son propre avenir. Il admet qu'il y pense, mais à sa manière, laissant entrevoir une réflexion personnelle et unique. Yuma découvre que les monstres dans les donjons réapparaissent régulièrement, ce qui permet de farmer les gemmes magiques à volonté. Cependant, le taux de drop n'est que d'environ 1%, rendant la collecte difficile et répétitive. Face à l'arrivée d'un slim, il réalise qu'il va devoir s'engager dans ce type de grain fastidieux. Yuma réalise que le taux de drop d'une gemme magique rare est d'environ 1%, ce qui lui fait penser naïvement qu'il pourrait en obtenir une en 100 jours s'il tue un monstre chaque jour. Il comprend ensuite que cette gemme pourrait valoir une fortune, mais il prend conscience que la probabilité de ne rien obtenir après 100 tentatives est encore assez élevée, ce qui le fait douter de la faisabilité de ce plan. Yuma, encouragé par l'idée d'un avenir prometteur, se persuade qu'il pourrait s'enrichir facilement grâce aux gemmes magiques. Il reste optimiste, convaincu qu'une fortune est à portée de main et que toute sa vie est devant lui. Pourtant, il ignore encore les véritables difficultés qui l'attendent. Yuma creuse encore et encore, mais rien ne tombe. La dure réalité s'impose, les gemmes magiques ne veulent pas apparaître. Malgré ses efforts, il reste bredouille et commence à ressentir le poids de la difficulté. Yuma, épuisé et découragé, se plaint de l'argent qu'il dépense inutilement en sprays rafraîchissants et en brûleurs à gaz. Malgré sa frustration, il confie à Mamezu son ras-le-bol de ne rien obtenir, mais le soutien affectueux de son compagnon à quatre pattes lui redonne un peu de courage. Il se rappelle alors qu'il ne peut pas se permettre de perdre espoir. Yuma se plaint de devoir se lever tôt chaque jour sans résultat, tout en dépensant son argent de poche en sprays rafraîchissants et brûleurs à gaz qui s'envolent comme des ailes. Il se demande s'il n'existe pas une version en promotion quelque part. Soudain, une voix l'interpelle, interrompant ses pensées. Une voix inconnue interrompt ses pensées en lui demandant s'il a réfléchi à son avenir. Yuma, perdu et incertain, avoue qu'il ne sait pas vraiment quoi répondre. Il reste pensif, tenant toujours ses sprays et brûleurs à gaz, symbole de ses efforts vains. Yuma s'interroge profondément sur sa situation, doutant de sa capacité à accepter sa vie telle qu'elle est. Autour de lui, le temps semble passer, marqué par le changement des saisons qui défilent au-dessus de la ville. Cette transition symbolise son questionnement intérieur et l'incertitude qui l'habite. Le 2 février, au lycée, une voix familière interpelle Yuma dès son arrivée. Son amie d'enfance, Awazawa Rui, apparaît souriante, portant des sacs colorés. Leur échange léger laisse entrevoir une complicité ancienne, malgré un mystère qui plane dans leurs paroles.
Yuma réalise brusquement que c'est la Saint-Valentin, mais il avoue l'avoir complètement oublié, car cela ne le concerne pas. Rui, avec un sourire malicieux, lui propose des chocolats, ce qui déclenche une réaction exagérée de sa part. Il nie catégoriquement aimer les sucreries, bien qu'il soit rapidement contredit par son propre aveu intérieur. Rui révèle son souhait de travailler un jour dans le domaine des donjons, ce qui intrigue le protagoniste. Ce dernier nie avec force tout intérêt pour ce secteur, malgré ses doutes intérieurs. Un autre camarade l'interroge alors sur les chocolats reçus pour la Saint-Valentin, ce qui le surprend et le fait avouer qu'il n'en a pas eu depuis plusieurs années. Un camarade lui fait remarquer qu'il semble recevoir des chocolats chaque année, ce qui le laisse perplexe. Soudain, la sonnerie annonçant le début du cours retentit, le poussant à partir précipitamment. Yuma reste un instant pensif, perdu dans ses réflexions. Yuma sort de chez lui, l'air hésitant et pensif, tandis qu'il s'attarde à réfléchir. La sonnerie retentit, marquant le début des cours. Soudain, il se fait bousculer, ce qui le surprend et lui fait mal. Yuma se fait bousculer par Kaed, qui lui reproche de partir trop vite et lui offre des chocolats. Il avoue ne pas rentrer chez lui, mais plutôt traîner près des grilles de l'école dans l'espoir de la croiser. Kaed, avec un sourire malicieux, lui tend ses chocolats en lui rappelant qu'il n'en recevra sûrement pas d'autres cette année. Yuma, un peu gêné, demande s'il a vraiment reçu des chocolats cette année. Kaed le taquine en lui disant de le prouver. Elle rit doucement en lui répondant avec un sourire chaleureux avant de s'éloigner en lui faisant un signe de la main. Yuma, un peu embarrassé, interroge Kaed avec insistance, cherchant à comprendre pourquoi elle lui offre des chocolats alors qu'elle ne les donne pas à Rui. Kaed, calme et sûr d'elle, répond simplement que la raison est évidente. Kaed explique avec un sourire malicieux que Rui reçoit déjà beaucoup de chocolats, donc pour équilibrer les choses, elle se doit d'en offrir au protagoniste, son ami d'enfance. Ce dernier reste figé, surpris par cette déclaration inattendue. Le jour se transforme en nuit, marquant le passage du temps. Frustré, le protagoniste crie son mécontentement, rejetant l'idée d'une quelconque balance. Avec colère et exaspération, seul face à un feu, il hurle le prénom de Kaed, exprimant son désarroi profond. Yuma, exaspéré, frappe violemment le sol en criant sa frustration. Essoufflé et perdu, il avoue ne plus savoir ce qu'il fait, convaincu que rien de bon ne lui arrive jamais. Son moral est au plus bas, marqué par un profond découragement. Alors qu'il reste seul face aux flammes vacillantes, un bruit étrange capte soudain son attention. Surpris, il se retourne vivement, intrigué par ce qui vient de se produire. Soudain, un objet mystérieux et lumineux apparaît devant le protagoniste, flottant dans les airs. Son regard s'illumine d'une lueur mêlée de surprise et d'interrogation face à cette apparition inattendue. Une atmosphère étrange et presque magique semble envelopper la scène. Après avoir passé de nombreux jours à éliminer des slimes métalliques, un événement inattendu survient enfin, marquant le 181e jour de cette lutte acharnée. Une lourde pierre s'écrase violemment au sol, bouleversant le calme apparent. Après une longue attente, le protagoniste éclate de joie en criant enfin sa victoire. Essoufflé mais soulagé, il contemple avec émerveillement l'objet tant recherché qu'il vient de saisir. Un sentiment d'accomplissement et d'espoir renaît en lui. Yuma tient enfin la gemme magique tant attendue après si longs mois. Il rêve déjà à tout ce qu'il pourrait acheter avec la récompense, notamment de la nourriture raffinée pour son animal de compagnie, Mamezu. Pourtant, il reste dubitatif face à l'éclat terne de la pierre et se demande si elle deviendra plus brillante une fois polie. Yuma consulte son téléphone, intrigué par la nature étrange de la pierre qu'il vient de trouver. En effectuant une recherche, il découvre que cette pierre ressemble davantage à du fer qu'à une véritable gemme magique. Il apprend aussi que le donjon noir, d'où provient apparemment ce minerai, reste encore largement inexploré, contrairement au donjon blanc et qui produit des gemmes au pouvoir curatif. Yuma découvre que ce qui tombe des monstres du donjon noir n'est pas une véritable gemme magique, mais un minerai métallique appelé minerai magique. Bien que ce minerai semble améliorer les capacités physiques, ses effets restent flous et peu perceptibles. De plus, son prix sur le marché est très bas, car les efforts pour l'obtenir ne valent pas les résultats, certains préférant simplement s'entraîner. Yuma, allongé sur son lit, repense à la découverte du donjon noir, ce trou mystérieux dans le jardin. Malgré tous ses efforts et l'argent dépensé, il semble déçu par les résultats obtenus. Une lassitude s'installe alors qu'il contemple la situation. Yuma se remémore une conversation avec Kaed, qui date d'il y a 5 mois, juste après la fin des vacances d'été. Il réalise qu'il ne lui reste plus que 2 mois avant d'entrer en année 12, ce qui le pousse à réfléchir sérieusement à son avenir. Malgré sa prise de conscience, il regrette le temps perdu à poursuivre un rêve trop facile.
dont il savait pourtant qu'il ne se réaliserait pas si aisément. Yuma réalise que Rui a déjà choisi sa propre voie et travaille dur pour y parvenir, il se reprend, refusant d'impliquer Rui dans ses doutes, et décide de suivre son propre rythme, déterminé, il se promet de faire de son mieux à partir de maintenant. Yuma décide de laisser derrière lui ses anciennes préoccupations, symbolisées par le slim et le minerai magique, à ses côtés, Mamezu, son chien, continue d'aboyer sans raison, tandis que notre héros, encore somnole, lui explique qu'il n'a plus besoin de le faire depuis qu'il a comblé le trou la veille. En revenant sur le site, le protagoniste découvre avec surprise que le slim est de nouveau là, malgré ses efforts pour boucher le trou, il réalise alors que ses actions sont vaines, car le trou se reforme chaque jour, fatigué et frustré, il demande à Mamezu d'arrêter d'aboyer contre le slim, tandis que son chien persiste sans raison apparente. Yuma tente de calmer Mamezu en le prenant dans ses bras, espérant ainsi apaiser ses aboiements incessants. Malgré ses efforts, le chien continue à faire du bruit, ce qui attire l'attention d'une voisine qui lui reproche de déranger le quartier. Frustré, notre héros se retrouve seul, désemparé face à cette situation. Épuisé et au bord des larmes, notre héros exprime son ras-le-bol face à la situation, il regrette de ne pas avoir signalé le problème plus tôt, craignant les reproches, et se sent accablé par cette responsabilité. En tenant un morceau de minerai magique, il se met à lui parler, espérant que ce dernier pourrait alléger son fardeau. Yuma, toujours pensif, envisage d'utiliser lui-même le minerai magique, doutant de sa capacité à le vendre. En cherchant des informations, il regarde une vidéo expliquant comment ingérer un joyau magique et du minerai pour activer la magie, avec des précautions à prendre avant de le faire. Yuma découvre qu'utiliser la magie des joyaux ou minerais magiques nécessite un certain niveau de mana, une énergie électromagnétique augmentée en battant des monstres. Il apprend qu'il faut vérifier son indice de mana avec un appareil spécial avant de consommer ces objets, car ceux dont le mana est inférieur ne pourront pas l'absorber. Confiant, il se dit qu'après avoir tué suffisamment de slimes métalliques, il devrait avoir accumulé un bon niveau de mana. Yuma découvre qu'un appareil pour mesurer l'indice de mana peut s'acheter comme un simple appareil électrique. Il se procure rapidement un compteur d'indice de mana, ressemblant à un sèche-cheveux, en seconde main malgré le coût important. Fier de son achat, il considère cela comme une victoire malgré la dépense. Excité, notre héros utilise son nouvel appareil pour mesurer la puissance du minerai magique rare qu'il a obtenu d'un slim métallique, mais malgré plusieurs essais, l'appareil ne détecte aucune énergie, laissant notre protagoniste perplexe et silencieux face à ce résultat inattendu. Yuma retourne au comptoir de support pour signaler que son compteur d'indice de mana semble défectueux. L'employé s'excuse et promet de vérifier l'appareil immédiatement. 5 minutes plus tard, il revient en affirmant qu'aucune panne particulière n'a été détectée. L'employé montre plusieurs gemmes magiques authentiques, chacune avec un indice de mana précis. Pour prouver que l'appareil fonctionne correctement, il demande alors au protagoniste ce qu'il a essayé de mesurer. Yuma, visiblement gêné, hésite à répondre. L'employé explique que les minerais magiques ont souvent un indice de mana très faible, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'appareil ne détecte rien. Yuma réalise alors qu'il a aussi essayé de mesurer son propre indice de mana, qui était également nul. Gêné, il tente d'expliquer qu'il a déjà tué plus de 100 monstres, dont un slim assez puissant, mais qu'il y a manifestement un malentendu. L'employé explique que les humains n'absorbent qu'une petite partie du mana des monstres qu'ils tuent. Par exemple, vaincre un monstre avec un indice de mana de 100 ne fera augmenter le mana du héros que d'une unité. Il précise donc que, peu importe le nombre de slims vaincus, il est normal que l'indice de mana du protagoniste ne progresse pas. Yuma refuse d'abandonner, convaincu que son indice de mana ne peut pas être nul après avoir tué autant de monstres. Pourtant, il s'inquiète des conséquences s'il avale ce minerai magique sans précaution, redoutant un effet secondaire désagréable. Malgré tout, il semble déterminé à trouver une solution. Alors qu'il s'apprête à jeter un flyer à la poubelle, notre héros est soudain intrigué par son contenu. En le lisant, il découvre une invitation à se rendre au Donjon Bleu, où des lectures gratuites et précises de l'indice de mana sont proposées. Cette révélation le surprend vivement. Yuma arrive enfin devant la station Sasaki Kogane, convaincu d'avoir trouvé la solution à son problème. Il s'exclame avec enthousiasme, sentant que c'est le moment décisif. Il achète ensuite un ticket étudiant pour accéder au premier étage, prêt à en savoir plus. Yuma découvre enfin la salle de mesure du mana, où il espère obtenir une lecture précise, bien plus fiable que celle de son ancien appareil. Assis, il se prépare mentalement, convaincu que l'argent dépensé pour les sprays et le sèche-main ne sera pas perdu. Alors qu'il s'avance, il ressent une légère appréhension face à ce moment crucial.
Les résultats du test tombent enfin, et à la grande surprise du protagoniste, tous les indices de mana sont à 0, malgré ses 6 mois passés à vaincre des slimes métalliques, son effort semble n'avoir rien changé, l'expert confirme que l'appareil est très précis, éliminant toute possibilité d'erreur, ce qui laisse notre héros sous le choc. Les employés se moquent doucement du jeune homme, expliquant que beaucoup d'amateurs pensent à tort que leur indice de mana augmente en tuant de faibles monstres. Il précise que peu importe le nombre de slimes éliminés dans ce donjon bleu, cela ne change rien, mais préfère ne pas le dire aux joueurs pour ne pas les décourager. Yuma s'éloigne, le cœur lourd, tandis que l'un des employés reste pensif. L'imprimante se met soudainement à cracher une quantité incroyable de feuilles, inondant le sol de papier. Les employés, surpris, observent la scène avec étonnement et s'interrogent sur ce qui se passe. L'imprimante continue de cracher des feuilles blanches sans fin, ce qui étonne les employés, malgré la valeur énorme de la machine. Personne n'a jamais vu un tel dysfonctionnement. Yuma, désemparé, observe les papiers couverts uniquement de 0 et ne peut s'empêcher de penser que la situation est vraiment désespérante. Yuma découvre avec amertume que tous ses efforts des 6 derniers mois n'ont rien donné, son rapport affichant un score nul. Il réalise que son objectif de mesurer son indice de mana est compromis, et il en vient à comprendre que le donjon bleu se trouve juste devant lui. Yuma, intrigué, décide finalement d'explorer le donjon bleu, malgré les difficultés rencontrées pour y accéder. Une femme avertit tout le monde de bien se préparer avant d'entrer, soulignant l'importance de cette épreuve. Yuma, un peu sceptique, reste néanmoins impressionné par l'ampleur du lieu. Yuma se tient au bord d'un immense gouffre, réalisant avec stupéfaction que ce donjon est bien plus vaste qu'il ne l'imaginait. Il s'interroge, impressionné, sur la taille colossale que peuvent atteindre ces donjons. Yuma, encore novice, est interpellé par un membre du staff qui lui demande son passe d'entrée et s'assure qu'il débute bien au premier étage. La jeune femme le rassure en précisant qu'il ne risque pas grand-chose à ce niveau. Elle l'interroge ensuite sur la présence d'une arme pour affronter les monstres, ce qui surprend notre héros. La jeune femme informe notre héros qu'il peut choisir une arme parmi celles disponibles à la location pour affronter les monstres. Hésitant, il avoue ne pas vraiment en posséder, ce qui l'amène à se souvenir d'un stand vendant des pistolets paralysants et des matraques à proximité. Elle insiste pour qu'il prenne ce dont il a besoin, en lui rappelant de bien rendre l'équipement à son retour. Yuma choisit finalement d'utiliser un marteau, une arme qu'il maîtrise un peu malgré tout. Il commence son exploration en descendant un long escalier en colimaçon, regrettant l'absence d'ascenseur. En avançant, il se rassure en se disant que le parcours devient plus facile à partir de là. Arrivé au premier étage, le protagoniste découvre un vaste espace ancien et délabré. Il est émerveillé par l'atmosphère mystérieuse qui se dégage des lieux. Yuma remarque avec surprise qu'il fait encore jour malgré la profondeur à laquelle il est descendu. Il attribue cette lumière résiduelle à la présence de nombreux visiteurs, ce qui donne à l'endroit l'allure d'un site touristique. Cette constatation le laisse quelque peu perplexe. Yuma remarque que tous les visiteurs explorent en groupe, ce qui le fait se sentir seul. Il se demande s'il reste encore des monstres à combattre avec autant de monde autour. Malgré son envie de se battre, il doute de ses chances dans cette foule. Yuma tombe sur un slime ordinaire, qu'il observe avec curiosité. Il remarque à quel point ce slime est lent comparé à ceux qu'il connaît dans son jardin. Intrigué, il se prépare à l'affronter. Yuma attaque le slime avec force, mais son mana n'augmente pas. Il se rend compte que ce slime est bien plus faible que ceux de son jardin, ce qui le plonge dans le doute quant à l'utilité de ses efforts passés. Malgré ses combats, son indice de mana reste désespérément à 0. Après avoir vaincu 6 slimes supplémentaires, le protagoniste constate avec frustration qu'il n'a obtenu aucune gemme magique. Il commence à penser que ses efforts sont vains. Pendant ce temps, une autre personne découvre avec joie une gemme magique bleue. La jeune fille examine une gemme bleue qu'elle vient de trouver et en évalue la valeur à environ 2000 yens. Elle refuse de la vendre, préférant l'utiliser pour apprendre à maîtriser la magie, même si cela ne peut se faire qu'à l'intérieur d'un donjon. Yuma, un peu déconcerté, se demande s'il ne raisonne pas comme un enfant de primaire. Malgré tous ses combats contre les slimes, notre héros constate avec amertume que son indice de mana reste désespérément nul. Il réalise que, quoi qu'il fasse, il ne parvient toujours pas à utiliser la magie. Cette prise de conscience le plonge dans une profonde réflexion. L'action se déroule au sein de l'International Dungeon Research Organization, IDR, où 2 chercheurs en blouse blanche échangent un document important. L'un d'eux, nommé Clark, est sollicité pour transmettre ce dossier à une personne appelée Ethan, marquant un moment clé dans leur recherche. Un des chercheurs confie à son assistant qu'il n'apprécie pas vraiment Ethan, le trouvant étrange et parfois trop direct dans ses jugements.
Malgré cela, il reconnaît qu'Ethan est un expert exceptionnel, notamment pour avoir été le premier à découvrir le mana. Confiant, il laisse à son assistant la responsabilité d'examiner le dossier lié à Ethan. En découvrant le contenu du dossier, Clark est visiblement surpris, réalisant l'importance de ce qu'il tient entre les mains. Son collègue, tout en sirotant son thé, confirme sans hésitation l'authenticité des informations. Une décision importante semble se profiler à l'horizon. Yuma réalise que le mana s'échappe des donjons, et que cette fuite s'accentue avec le temps. Cette découverte explique pourquoi les monstres ne sortaient plus des donjons, il n'y avait plus de mana à la surface. Une menace potentielle se profile si cette situation perdure. Yuma alerte sur le fait que si la fuite de mana continue, les monstres finiront par réapparaître à la surface. Malgré cette menace imminente, son collègue reste étonnamment calme et minimise le danger pour le moment, ce qui surprend notre héros. Le collègue rassure le protagoniste en expliquant que l'augmentation de la densité des monstres reste encore négligeable et que seuls les monstres faibles et de bas niveau commencent à réapparaître. Il conseille de ne pas paniquer et de rester calme pour mieux réfléchir aux mesures à prendre. Yuma, bien que toujours inquiet, accepte cette analyse avec une certaine réserve. Le rapport indique que la densité de mana dans les niveaux supérieurs augmente lentement, ce qui signifie que les monstres des niveaux plus profonds commencent à remonter. Malgré la gravité de la situation, le collègue reste serein et invite à ne pas s'inquiéter prématurément. Étonnamment, le protagoniste ressent un apaisement progressif face à cette analyse. Le collègue révèle une information cruciale, le mana déborde désormais à l'extérieur des donjons. Il explique que cela signifie que la magie peut désormais être utilisée hors des donjons, ce qui pourrait bouleverser les règles établies. La nuit s'installe, enveloppant la pièce d'une atmosphère silencieuse et pesante. Yuma, seul à son bureau, semble absorbé par ses pensées, tandis qu'une étrange énergie noire s'échappe de lui. Hésitant, il attrape un petit objet, se demandant quelle décision prendre face à cette situation incertaine. Depuis le début des vacances d'été, notre héros a vaincu le slime métallique chaque jour sans exception. Après 181 jours, il a enfin obtenu un précieux minerai magique. Malgré son effet magique minime et son prix dérisoire, sa curiosité insatiable le pousse à vouloir l'utiliser pour célébrer cet exploit. Yuma découvre que le minerai magique qu'il a obtenu semble ne contenir aucune magie, selon les mesures de son appareil. Malgré tout, il reste incertain et décide de chercher des informations sur Internet, hésitant à tester l'objet de manière risquée. Yuma consulte son téléphone et découvre qu'une crotte normale mesure environ 3 à 4 cm. Cette information le fait réfléchir intensément, tandis qu'une idée semble germer dans son esprit. Il réalise alors que même un petit morceau de 2 cm pourrait suffire dans certaines circonstances. Yuma cherche du thé dans le réfrigérateur avant de s'interroger sur la manière de désinfecter un objet avec de l'alcool. Hésitant, il décide finalement de tenter l'expérience en avalant un petit morceau, prêt à voir ce que cela va donner. Yuma avale une gorgée de sa boisson, attendant un quelconque effet. Il reste silencieux, scrutant ses sensations, mais ne détecte rien de particulier. Intrigué, il se demande s'il ressent vraiment une différence. Soudain, une puissante énergie jaillit de son corps, le surprenant totalement. Il ressent une chaleur nouvelle dans son estomac et se demande s'il a réussi à absorber quelque chose. L'espoir naît en lui, et si ce petit morceau lui conférait un pouvoir extraordinaire. Yuma teste ses nouvelles capacités en lançant un coup de poing énergique accompagné d'un coup de pied puissant. Malgré son enthousiasme, il réalise que rien n'a vraiment changé et que la magie ne fonctionne qu'en donjon. Il décide alors de se contenter d'avoir simplement avalé l'objet pour le moment. Yuma essaie de calmer Mamezu, son chien, qui aboie furieusement sans raison apparente. Il explique qu'il testait simplement ses pouvoirs dans le jardin, mais le chien reste agité. Malgré ses efforts pour le rassurer, il rappelle que Mamezu n'aboie que lorsqu'un slime approche ou quand il a faim. Yuma sent soudainement un changement étrange en lui et s'interroge sur ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, Mamezu continue d'aboyer sans cesse, ce qui attire l'attention d'une femme qui s'inquiète et l'interpelle. Yuma se regarde dans le miroir, stupéfait par une transformation inattendue. Il réalise avec étonnement qu'il s'est métamorphosé en métal. Yuma découvre avec surprise que son bras est devenu noir et tranchant, réalisant que c'est probablement l'effet du minerai magique. Il s'interroge sur le fait que cette magie, qui transforme tout le corps en métal, puisse s'utiliser en dehors des donjons, remettant en question ce qu'il croyait savoir sur les limites de la magie. Yuma panique en réalisant qu'il est désormais transformé en métal et se demande s'il pourra un jour redevenir normal. Il est horrifié par son apparence et refuse d'accepter cette nouvelle réalité. Dans un élan de désespoir, il crie pour que sa transformation soit annulée au plus vite.
Yuma est submergé par le désespoir en réalisant que sa transformation en métal semble irréversible, il se reproche la situation, accusant le Slim métallique d'être à l'origine de son calvaire. En observant sa main devenue métallique, il prend conscience qu'il ressemble désormais au monstre responsable de sa malédiction. Yuma teste la dureté de son corps métallique en se frappant, surpris de ne pas ressentir de douleur, il réalise alors qu'il est aussi solide que le Slim métallique. En manipulant une bombe de gaz, il découvre que son corps réagit au froid, ce qui pourrait lui offrir une piste pour inverser sa transformation. Yuma constate que son corps métallique est aussi vulnérable au froid et au feu que le Slim. Après quelques minutes, sa transformation disparaît enfin, et il retrouve son apparence normale, exultant de joie. Malgré tout, une légère inquiétude l'envahit à l'idée que cette capacité pourrait ne plus se reproduire. Le lendemain, notre héros se réjouit d'avoir retrouvé sa capacité à durcir son corps, il célèbre avec enthousiasme ce succès, conscient d'avoir accompli quelque chose d'important à nouveau. Yuma découvre que la puissance de la pierre magique du donjon s'est manifestée en lui, malgré son indice de mana nul, il réalise que sa transformation métallique dure seulement 5 minutes avant de s'estomper automatiquement. Comme la veille, cette capacité semble ne pouvoir être utilisée qu'une fois par jour, ce qui le laisse perplexe mais déterminé à continuer ses essais. Yuma réalise que sa capacité à durcir ses poings pourrait lui permettre de terrasser facilement les monstres des niveaux inférieurs du donjon, il s'imagine déjà comme un allié précieux dans ses combats. Cependant, il se rappelle aussi du streamer qu'il a vu récemment, intrigué par la valeur impressionnante de la pierre magique qu'il possède. Un expert explique que les monstres des profondeurs du donjon sont presque insensibles aux attaques physiques, possédant des corps robustes capables de résister aux balles et aux obus. Il décrit une grande variété de créatures magiques, telles qu'un dragon cracheur de feu, un oiseau manipulateur du vent, un démon électrique et un esprit du froid. Seule la magie est capable de vaincre ces puissants adversaires, ce qui la rend inestimable. Yuma réalise que son attaque physique est inefficace contre les monstres, qui sont vulnérables uniquement au feu et au froid. Il se sent donc toujours inutile face à ses ennemis. Malgré tout, il garde un léger sourire, conscient de ses limites actuelles. Yuma s'inquiète souvent de son avenir, mais il finit par ne rien faire de concret et se laisse aller à la paresse. Malgré son envie d'une vie meilleure, il reste passif face à ses rêves. N'ayant rien à faire pour l'instant, notre héros décide de s'inscrire dans une université de bas niveau, avec des critères d'entrée très faibles. Malgré la difficulté qu'il a eue à vaincre le Slim, il choisit cette voie par défaut. Chaque matin, il commence sa journée par un entraînement rigoureux, frappant la roche avec détermination. Son fidèle chien l'accompagne, apportant un peu de chaleur et de joie à ce rituel quotidien. Malgré ses doutes, il persévère dans cette routine. Cela fait déjà plus d'1 an que notre héros a découvert le Slim métallique, et pourtant il continue de passer ses journées à traîner sans rien faire. La lassitude se lit sur son visage alors qu'il bâille, emporté par la routine et l'ennui. Au cœur du donjon rouge d'Ibaraki, un groupe se trouve en grave danger. Une jeune femme, visiblement blessée, supplie à l'aide, tandis que ses compagnons appellent désespérément à l'assistance. La tension est palpable dans cette atmosphère oppressante. Un immense dragon d'écailles acérées surgit soudainement, crachant un souffle brûlant qui dévaste tout sur son passage. Sa puissance écrasante plonge les aventuriers dans un danger imminent, accentuant la tension déjà palpable. Yuma surgit avec détermination, brandissant son épée pour contrer l'attaque du dragon. Son regard est résolu, prêt à protéger ses compagnons malgré le danger imminent. Le choc des armes résonne, marquant le début d'un combat intense. Yuma riposte avec force, tranchant l'énorme dragon en plein vol. Le monstre recule, blessé, tandis qu'une jeune femme se prépare à intervenir, déterminée à soutenir ses alliés dans ce combat acharné. La tension monte alors que le dragon tente de contre-attaquer. La jeune femme fonce avec vigueur, frappant violemment la gueule du dragon. Son attaque puissante force la créature à reculer, tandis que des débris volent autour d'eux. Le combat s'intensifie, chaque coup pouvant changer le cours de la bataille. Le groupe s'assure que tout le monde va bien après l'affrontement. Une jeune femme révèle que son manteau emprunté lors de l'épreuve l'a protégée du feu. Pour vérifier leur état, il demande son nom, et elle se présente comme Amazawa Louis, une lycéenne en terminale. Yuma arrive enfin dans une salle de réunion et s'excuse pour son retard. Un homme sérieux se présente comme Ishikawa, le superviseur de la session d'épreuves du donjon, et le remercie chaleureusement d'avoir sauvé ses employés. Le héros répond humblement, heureux que tout le monde soit sain et sauf. Le superviseur félicite le protagoniste pour avoir touché précisément les points vitaux de la salamandre, et lui demande s'il avait prévu cette stratégie.
Yuma explique qu'il a étudié les monstres des donjons pour connaître leurs faiblesses. Impressionné, l'homme lui demande de tendre la main, prêt à lui montrer quelque chose. Le superviseur tend au héros un écrin contenant une gemme magique précieuse, appelée le « rubis vermillon argenté », tombé de la salamandre. Il lui explique que, puisqu'il a vaincu le monstre, il a le droit de la garder, cette pierre rare valant 14 millions de yens sur le marché. Malgré ses réticences à accepter un tel trésor, le protagoniste est encouragé à la prendre, car elle pourrait lui être utile à l'avenir. Le 12 décembre, notre héros se sent épuisé et trouve l'école vraiment pénible. En buvant son lait, il exprime son ennui face aux célébrités et aux potins, préférant se concentrer sur les informations liées au donjon. Un événement d'essai en donjon organisé par Elcide a récemment tourné au chaos lorsqu'une salamandre, habituellement présente aux étages inférieurs, est apparue aux étages supérieurs. Les jeunes aspirants aventuriers ont été surpris par cette situation, et une femme attaquée a été sauvée in extremis par un lycéen. Yuma réalise alors à quel point les monstres des étages inférieurs doivent être puissants. Un reportage annonce qu'Amazawa Louis, âgé de 17 ans, a réussi à terrasser le monstre lors de la session d'essai en donjon. Cette nouvelle surprend profondément notre héros, qui semble troublé en entendant son nom. Une interview s'organise autour d'Amazawa Louis, qui revient sur son combat contre le monstre. Elle avoue ne pas avoir eu peur, étant totalement concentrée sur le combat. Elle souligne aussi que sa victoire est en grande partie due aux armes de location mises à disposition. Lors de l'interview, Louis révèle que la pierre magique qu'elle a récupérée vaut plus de 14 millions de yens. À la surprise du journaliste, elle explique qu'elle ne compte pas la vendre, car elle souhaite la garder pour elle-même. Son objectif est de devenir une chercheuse d'élite à l'avenir, ce qui laisse notre héros bouche bée. Yuma est reconnu pour ses excellents résultats et son désir profond de contribuer à la société. Il vise à intégrer Elcide, la plus grande entreprise spécialisée dans les donjons au Japon, un rêve partagé par Louis. Pour atteindre cet objectif, il prévoit de rejoindre l'Institut national de formation, une institution qui forme les chercheurs d'élite. Louis révèle enfin un secret à notre héros, elle compte intégrer l'Institut national de formation avec lui après le diplôme. Elle ambitionne de devenir une messie, un poste réservé à ceux maîtrisant la magie blanche grâce à la pierre magique. Cette annonce surprend fortement le protagoniste. Louis confie qu'elle a passé un test d'aptitude grâce à une recommandation d'Elcide et qu'on lui a reconnu un potentiel certain. Malgré la difficulté de devenir messie, elle est déterminée à tout donner pour réaliser ce rêve qu'elle vient enfin de trouver. Yuma reste pensif, méditant sur l'avenir et les ambitions de Louis. Louis, son ami d'enfance qu'il considérait autrefois comme une rivale, et Kaed, avec qui il pensait rester liés pour toujours, ont tous deux trouvé leur voie et s'y consacrent pleinement, tandis qu'ils poursuivent leur rêve avec détermination. Le protagoniste se sent à l'écart, se demandant ce qu'il fait réellement de sa vie. Yuma se retrouve face à un vide intérieur, incapable de trouver une passion ou une voie qui l'anime vraiment. Pourtant, malgré ce manque d'enthousiasme, il ressent une urgence profonde, il doit agir, trouver un sens à sa vie. Cette détermination naissante marque un tournant dans son cheminement personnel. Yuma réalise que la grande différence entre lui, Kaed et Louis réside dans leurs capacités intellectuelles. Déterminé à rattraper son retard, il décide de commencer à étudier sérieusement dès maintenant. Malgré ses efforts, il se sent vite découragé, se jugeant incapable, tandis que son fidèle compagnon l'observe avec attention. Yuma avoue à son chien qu'il se sent perdu, sans rêve ni objectif clair, incapable de trouver la motivation. En parallèle, on découvre Louis Amazawa, son ami d'enfance, un jeune homme séduisant, brillant et sportif, dont les exploits récents ont fait la une des journaux. Son rêve est de devenir un chercheur. Ikinos Kaed, une autre amie d'enfance du protagoniste, est connue pour son caractère taquin et curieux. Bien qu'elle soit fondamentalement une bonne personne, élevée par une mère célibataire, elle rêvait autrefois d'entrer en école d'infirmière, mais ambitionne désormais de devenir une messie. Ce qui surprend par son côté plus féminin récent. Louis et Kaed poursuivent chacun des rêves ambitieux, et le protagoniste croit en leur réussite. Bien que Louis et Kaed attirent naturellement l'envie des autres grâce à leur talent et leur statut, le protagoniste réalise qu'il ne comprend pas ce qui les rend à la fois enviables et rayonnants. En les voyant avancer vers leurs rêves, il prend conscience d'une vérité qui lui échappe encore. Assis avec son chien, il exprime un souhait profond, avoir lui aussi un objectif qu'il pourrait poursuivre de tout cœur. Depuis, il a réussi à récolter 2 nouveaux minerais magiques. Après les avoir consommés, la durée de sa métallisation s'est allongée de 15 minutes, mais cela reste une amélioration insignifiante. Il se dit qu'à part ce gain de temps, il devra continuer à affronter les slimes comme d'habitude. Yuma découvre avec stupéfaction un slime doré,
une créature rare et précieuse, ce dernier se déplace à une vitesse surprenante, rendant sa capture bien plus difficile que prévu. Yuma réalise que le spray qu'il utilise ne fonctionne pas sur ce Slim différent des autres. Déterminé, il brandit ses armes improvisées, prêt à le vaincre coûte que coûte. Malgré ses efforts, il semble avoir épuisé ses ressources face à cette créature rapide et imprévisible. Yuma remarque un éclat au sol et découvre un nouveau minerai magique, d'une rareté exceptionnelle, un minerai magique doré. Intrigué, il tente de trouver des informations à son sujet, mais aucune donnée n'apparaît sur Internet. Yuma analyse le minerai avec son appareil, constatant que sa valeur en tant que gemme magique est faible. Il envisage alors de le vendre comme de l'or, mais se heurte aux exigences strictes du marché des métaux précieux. Il appelle un service d'évaluation pour en savoir plus, mais découvre que la vente est encadrée par des règles strictes, notamment l'interdiction pour les mineurs de s'y rendre seuls. Yuma décide finalement de garder le minerai pour lui, espérant que son corps devienne tout doré et brillant grâce à ses propriétés. Cependant, après essai, il ne remarque aucun changement visible, juste la même couleur métallique qu'à l'habitude. Frustré, il s'encourage à se renforcer malgré tout. Les jours passent et le minerai magique continue de tomber, ce qui surprend le protagoniste. Il réalise qu'en dépit de ses nombreuses chasses aux slimes métalliques, il n'a obtenu que très peu de minerais magiques. Cette soudaine augmentation des minerais depuis 5 jours l'intrigue profondément. Yuma réalise que le minerai magique doré augmente probablement sa chance en portant le taux de drop à 100%, il se demande alors si cela pourrait aussi affecter la fréquence d'apparition des gemmes magiques. Espérant enfin voir sa longue lutte récompensée, plein d'espoir, il décide de tester cette théorie sur des slimes normaux dans le donjon bleu. Aucun joyau magique n'est tombé, ce qui le pousse à conclure que l'effet ne concerne que les minerais magiques. Après avoir consommé 14 minerais, il constate que la métallisation peut désormais durer jusqu'à 70 minutes, mais il se demande s'il existe une autre utilité à ces minerais que d'allonger cette durée, juste au moment où il commence à se décourager. Yuma est stupéfait de découvrir une nouvelle variation de Slim, cette fois rouge. Après avoir déjà rencontré le Slim doré, cette apparition inattendue le surprend, mais il reste sur ses gardes face à cette créature étrange. Yuma réalise que sa métallisation peut encore s'améliorer et devient plus dure en consommant beaucoup de minerais magiques. Cependant, il déplore que ses vêtements se déchirent à chaque transformation, ce qui le freine dans l'utilisation de cette forme. Malgré tout, il se prépare à affronter un combat, convaincu que les attaques physiques seront inefficaces contre lui. Yuma tente d'incendier le Slim rouge avec un brûleur, mais réalise rapidement que cette créature est immunisée à la chaleur. Face à cette impuissance, il cherche une autre méthode pour affaiblir le métal. En consultant son téléphone, il découvre qu'en appliquant un agent nettoyant, la rouille pourrait se propager et détériorer la surface métallique, une solution qui semble prometteuse. Yuma prépare minutieusement son plan, il place Mamezu en sécurité, enfile un masque et des gants en caoutchouc, puis rassemble un seau et un agent nettoyant acide. Il verse le produit dans le seau et y roule doucement le Slim immobilisé, prêt à appliquer la méthode pour le faire rouiller. Confiant, il salue sa victoire imminente. Le lendemain, le protagoniste découvre une nouvelle variante du Slim, cette fois-ci immunisé au froid, ce qui complique davantage sa tâche. Il réalise que le gelé sera impossible pour l'immobiliser. Malgré cette mauvaise surprise, il prépare soigneusement ses prochaines actions, en prenant toutes les précautions nécessaires pour protéger Mamezu et son environnement. Le lendemain, le protagoniste fait face à une nouvelle surprise, une autre variante de Slim apparaît, difficile à distinguer entre or et jaune. Malgré tout, il parvient à la vaincre grâce à la chaleur et au froid. Jour après jour, les Slims colorés se succèdent, laissant notre héros perplexe devant cette série inattendue. Yuma réfléchit à l'impact du minerai magique doré, qui pourrait avoir augmenté à 100% le taux d'apparition des minerais colorés. Ne pouvant pas vendre ces minerais, il décide de les consommer pour observer leurs effets. Il commence alors à tester la métallisation sur lui-même, enlevant ses vêtements pour éviter qu'ils ne se déchirent. Yuma se lance avec énergie dans son expérience, prêt à tester la métallisation sur lui-même, mais soudain, une fissure inquiétante apparaît, et il observe avec surprise les premiers signes de transformation. Yuma découvre avec stupeur que la métallisation a provoqué la croissance inattendue de cornes et d'une armure sur son corps. Il observe son reflet, partagé entre fascination et inquiétude face à cette transformation spectaculaire. Son regard trahit une profonde confusion, incapable de comprendre ce qui lui arrive. Yuma réalise avec inquiétude que la métallisation provoque encore des excroissances pointues sur son corps, ce qui le trouble. Malgré la peur, il essaie de se rassurer en se disant que tout redeviendra normal une fois l'effet dissipé.
Il décide finalement de chercher des informations sur ces minerais magiques grâce à Internet. Yuma découvre que chaque donjon génère des gemmes magiques de couleurs différentes, chacune conférant un pouvoir spécifique, eau, feu, guérison, renforcement du corps, vent ou foudre. Il s'interroge sur le lien entre la couleur des minerais magiques et celle des gemmes. Malgré ses efforts, il sent qu'il ne peut pas encore utiliser la magie et se demande par où commencer. Yuma teste la flamme qui apparaît sur son bras, mais il réalise avec surprise qu'elle n'est ni chaude ni froide. Il réfléchit alors à la signification des couleurs des minerais magiques, imaginant que le rouge pourrait indiquer une résistance au feu et le bleu une résistance au froid. Face à cette hypothèse, il se demande comment vérifier concrètement ses propriétés. Yuma réalise qu'il a acquis une résistance aux 4 types de magie d'attaque, feu, eau, foudre et vent. Il trouve cette capacité impressionnante, mais commence à douter de son utilité dans la vie quotidienne. Malgré ses pouvoirs, il n'a toujours pas trouvé de rêve ou d'objectif à poursuivre. Yuma se réjouit d'avoir élargi ses capacités, même si certaines restent étranges, comme son immunité à la magie de soin. Il réfléchit aux différentes couleurs des minerais magiques et s'interroge sur l'apparition possible d'une gemme blanche. Malgré tout, il reste optimiste face à ces nouvelles possibilités. Le lendemain, notre héros fait face à un énorme slime noir, dont la taille le laisse sans voix. Il réalise à quel point cette créature est gigantesque, bien plus qu'il ne l'avait imaginé. L'histoire revient 2 semaines en arrière, juste après que Yuma ait vaincu le slime doré. Depuis, plusieurs bêtes de rang duqué un seigneur ont été terrassées, provoquant une agitation chez les chercheurs. Cela fait 3 ans qu'aucun monstre unique n'avait été battu, ce qui explique l'effervescence actuelle. La découverte d'un minerai noir écrasé suscite l'intérêt des chercheurs, qui discutent des pays susceptibles de posséder de grands donjons noirs, comme l'Inde, la Russie, l'Australie ou le Brésil. Ils évoquent aussi le Japon, bien que l'exploration y soit encore limitée. Pour eux, s'aventurer profondément dans un donjon noir sans profit potentiel est trop risqué. De retour au présent, notre héros observe un énorme slime métallique, bien plus grand que la normale. Il se sent soulagé de voir que cette créature ne peut pas encore sortir de son trou. Malgré sa taille impressionnante, il note aussi que ce slime mesure 75 cm, alors que d'habitude ils sont beaucoup plus petits. Yuma doute de sa capacité à vaincre un monstre aussi imposant, mais refuse d'abandonner. Rêvant toujours d'obtenir un minerai magique extrêmement rare, il se prépare avec soin, rassemblant ses brûleurs, sprays et sa capacité métallique améliorée. Malgré un oubli comique, il se lance finalement dans le combat avec détermination. Au moment où il se prépare à attaquer, une explosion soudaine le surprend, le projetant violemment en arrière. Déconcerté, il tente de comprendre ce qui vient de se passer, tandis que les débris volent autour de lui. Le silence retombe, laissant notre héros face à un mystère inattendu. Le slime attaque avec ses tentacules tranchants, mais notre héros réalise que sa forme métallique le protège parfaitement. Il s'interroge alors sur la dureté accrue de son corps, tout en gardant son sang-froid face à cette nouvelle menace. Le slime dévoile soudain ses armes tranchantes, prêt à attaquer. Yuma est projeté violemment en arrière par une puissante explosion. Surpris et hors de contrôle, malgré ses cris pour stopper l'assaut, il réalise que ses efforts sont inefficaces face à cette force inattendue. Yuma fait face à un énorme slime hérissé d'épines, qui l'attaque soudainement. Ses vêtements sont déchirés par les pointes, mais sa peau métallique le protège des blessures. Confiant, il se prépare à riposter en sortant ses sprays et brûleurs, déterminé à continuer le combat. Le combat s'éternise, le protagoniste enchaîne les attaques sans relâche depuis plus d'1 heure, mais le slime semble inépuisable. Épuisé et frustré, il s'adresse à la créature, lui demandant si elle n'en a pas assez. Malgré ses efforts, il a déjà utilisé tous ses sprays et brûleurs, et commence à douter de la suite à donner à ce combat. Yuma fixe son marteau, un outil qu'il utilise quotidiennement depuis plus d'1 an et qu'il considère comme une extension de lui-même. Malgré la fatigue, il se saisit de son fidèle marteau avec détermination, prêt à en finir avec ce combat épuisant. Dans un cri de rage, il ordonne à la créature de se briser enfin. Dans un ultime élan de force, le protagoniste frappe violemment le sol avec son marteau, déclenchant une explosion de débris. Sa détermination éclate à travers ce coup puissant, prêt à briser enfin la créature qui lui résiste depuis si longtemps. Épuisé, le protagoniste s'effondre au sol, haletant et reconnaissant sa défaite. Autour de lui, ses affaires sont éparpillées, témoignant de la lutte intense qu'il vient de livrer. Un objet tombe lourdement, marquant la fin de cet épisode éprouvant. Yuma examine un minerai magique orné d'un motif floral. Intrigué par son apparence ordinaire, assis dans sa chambre, il réfléchit à sa défaite.
surpris que son mana n'ait pas augmenté malgré la puissance du monstre vaincu. Avec un soupir, il attrape ses écouteurs, cherchant à se changer les idées. Yuma hésite à utiliser le minerai magique, regrettant qu'il ne contienne pas de mana pour pouvoir le vendre, mais comme il peut s'en servir, il décide finalement de l'ingérer. Peu à peu, il ressent une chaleur dans son ventre et s'habitue à cette sensation nouvelle. Soudain, une sensation intense et brûlante envahit son corps, le surprenant profondément. Il se demande s'il a ingéré quelque chose de dangereux, mais il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Peu à peu, cette chaleur commence à se calmer, laissant place à une sensation nouvelle qui attise sa curiosité. Yuma décide d'essayer sa transformation métallique, mais réalise qu'il a encore oublié d'enlever ses vêtements, ce qui risque de les déchirer. Sans se décourager, il commence à se transformer, une matière noire et fluide enveloppant son corps. Sa transformation métallique s'achève, révélant une armure lisse et brillante, presque vivante, qui semble fusionner avec son corps. Des gouttes d'une matière noire et fluide s'écoulent encore autour de lui, témoignant de la puissance de ce changement. Yuma se tient désormais prêt, impressionnant et redoutable. Yuma découvre avec étonnement que sa nouvelle forme lui a donné une taille plus grande, lui offrant une vue dégagée sur son environnement. Il est impressionné par la puissance et l'allure menaçante de cette transformation, qui lui rappelle un méchant de film de super-héros. Cette révélation le remplit d'un mélange d'excitation et d'incrédulité face à son apparence redoutable. Yuma se demande s'il a acquis d'autres capacités spéciales grâce à sa nouvelle apparence, comme les redoutables tentacules tranchants du Slim géant. Fasciné, il imagine déjà son corps se transformer à nouveau et s'interroge sur l'étendue de ses pouvoirs. Enthousiaste, il expérimente en faisant apparaître des armes étranges, émerveillé par ces nouvelles possibilités. Un chien nommé Yuma apparaît soudainement, surprenant Mamezu. Yuma, tout joyeux, explique qu'il s'est faufilé pour lui montrer quelque chose pendant l'absence de sa mère. Malgré son apparence monstrueuse qu'il trouve effrayante, Yuma décide d'ignorer ses doutes pour le moment. Pendant que Yuma affronte le Grand Slim, une réunion d'urgence se tient à l'Organisation internationale de recherche sur les donjons. Les principaux chercheurs se rassemblent pour discuter de la situation critique. Une situation grave et sans précédent est survenue, liée aux événements anormaux autour de la tablette d'Orphée. Ces phénomènes se répètent depuis 4 jours consécutifs, suscitant une grande inquiétude. Lors de la réunion, Maya Berger rappelle qu'un duc noir a été vaincu pour la première fois en 3 ans, mais s'étonne que 4 seigneurs aient été battus en si peu de temps. Liaoran rejette les spéculations infondées sur une dissimulation nationale, tandis que James Bright s'inquiète de l'absence d'informations, suggérant une exploration à grande échelle menée en secret. Ahmad Tahir s'interroge sur les raisons qui pourraient motiver un tel acte, alors que 4 donjons ont été conquis. Presque simultanément. Les chercheurs débattent vivement, certains accusant les États-Unis ou la Chine de dissimuler des informations. Ethan Noble, physicien australien, intervient pour souligner l'ampleur de la tâche. Conquérir simultanément 4 donjons nécessiterait un grand nombre de chercheurs, remettant en question la faisabilité d'une telle opération secrète. Dans le passé, un seigneur d'Amérique a été vaincu par 15 chercheurs, dont l'empereur de la Flamme Albert, le plus puissant d'entre eux, mais avec cette perte, il souligne qu'il est impossible d'affronter un seigneur à 4 endroits en même temps, ce qui remet en question leurs hypothèses initiales. Face à ces contradictions, il s'interroge sur la véritable raison de la rupture des minerais sur la tablette. Les minerais sur la tablette sont disposés selon un motif coloré, suggérant que les seigneurs déjà vaincus se trouvaient dans des donjons correspondant à la couleur des minerais brisés. Pourtant, les seigneurs rouges, bleus, jaunes et verts auraient été vaincus dans le même donjon, ce qui soulève des questions. Le donjon noir, particulièrement mystérieux et peu étudié, semble être celui en cours de conquête, bien que l'accès y soit strictement interdit sans autorisation. Face aux contradictions, ils envisagent l'existence de donjons encore inconnus et non répertoriés. Ils réfléchissent aussi à la gestion des meilleurs explorateurs, souvent contrôlés par leur pays plutôt que par les donjons eux-mêmes. Une nouvelle piste s'ouvre avec la découverte d'un donjon noir récemment exploré où un inconnu a vaincu plusieurs seigneurs en un temps record. L'hypothèse la plus plausible est qu'un seul explorateur, ou un groupe, ait déjà vaincu 4 seigneurs, ce qui le place au même niveau, voire au-dessus, des groupes d'explorateurs les plus puissants du monde. Cette révélation bouleverse les certitudes sur la hiérarchie des forces en présence. Un sourire confiant éclaire le visage de l'explorateur tandis qu'il admet que sa théorie pourrait être juste. Une pierre précieuse, symbole d'un des 6 rois, brille intensément, confirmant la défaite du roi noir. Pendant ce temps, notre héros et son compagnon discutent de la puissance impressionnante du gros Slim qu'ils ont affronté, le comparant aux variantes colorées. Yuma se réveille en bâillant,
inquiet de ne plus avoir de spray refroidissant pour affronter le slim métallique du jour, il se remémore l'effort qu'il a fourni la veille contre un énorme slim, ce qui l'oblige à réfléchir à une nouvelle stratégie. Son chien, Mamezu, déborde d'énergie et lui rappelle ses anciennes alertes face à la présence de Slim, un rituel qui dure depuis plus d'1 an. Yuma découvre avec stupeur que le trou laissé par le Slim a mystérieusement disparu. Il s'interroge, incrédule, sur la rapidité avec laquelle l'endroit est revenu à son état normal, se demandant si sa victoire contre le boss Slim en est la cause. Malgré ses efforts pour comprendre, aucune trace ne subsiste, ce qui le laisse perplexe. Libéré de la contrainte du trou disparu, notre héros se sent enfin libre et optimiste. Il savoure l'idée de pouvoir prendre son temps le matin, sans se presser pour aller à l'école, et de profiter pleinement de son petit déjeuner. Cette nouvelle tranquillité semble lui apporter un soulagement bienvenu. Il se réjouit d'avoir moins de dépenses, ce qui lui permettra d'avoir plus d'argent de poche et d'éviter que ses vêtements soient à nouveau déchirés. Pourtant, une certaine tristesse l'envahit, car il réalise qu'il ne cherchait pas vraiment à être félicité pour ses efforts. Malgré tout, il ne comprend pas cette sensation de vide qui l'habite. Yuma est surpris par l'enthousiasme matinal de Kaed, qui le salue avec énergie. Elle remarque qu'il est levé tôt, ce qui l'étonne après avoir entendu qu'il s'est couché très tard la veille. Malgré ses efforts pour cacher la raison de son retard, il admet simplement avoir trop dormi. Maintenant que le donjon a disparu, le protagoniste se promet de ne plus jamais être en retard. Il semble déterminé, conscient que ces retards fréquents appartiennent au passé. Kaed, intrigué, le regarde avec un air interrogateur. Yuma réalise qu'il a été accepté à l'université grâce au conseil de son entourage, mais il s'interroge profondément sur sa propre motivation et son avenir. Malgré cette réussite, il se demande s'il est vraiment prêt à vivre ainsi, sans passion ni véritable but. Cette réflexion révèle son sentiment d'être une personne sans ambition, qui cache sa lassitude derrière un masque d'indifférence. Cependant, son téléphone est rempli de recherches liées au donjon, preuve que son esprit reste obsédé par cet univers. Malgré tout, il sourit légèrement en constatant cette réalité. Pendant 1 an, il a passé la majorité de son temps à travailler sans relâche dans ce petit donjon de son jardin, donnant tout, même sans avoir de grande motivation. Yuma avoue qu'il n'aurait jamais cru poursuivre un rêve aussi irréaliste. Autrefois cynique, il se sent désormais prêt à affirmer avec confiance son désir profond, devenir un chercheur. Yuma découvre l'institution de formation des chercheurs, un établissement semi-gouvernemental récent, spécialisé dans la capture et l'étude des monstres. Cette école, où Kaed et Louis ont choisi leur voie, combine recherche et entraînement rigoureux, avec un système d'examen strict et un programme intensif de 6 mois. Il réalise que les exigences sont élevées, mais nécessaires pour atteindre son objectif. Yuma commence à lister ses forces pour le cours d'auto-promotion, en commençant par sa capacité de transformation en métal, un pouvoir acquis grâce à un slim métallique. Il note que cette forme le rend presque invincible face aux attaques physiques et aux 4 éléments, ce qui devrait être un atout précieux pour son travail de chercheur. Ensuite, il évoque son pouvoir unique de transformer certaines parties de son corps en armes, une capacité rare parmi les chercheurs. Yuma explique sa méthode de transformation. Il commence par adopter une forme métallique, puis imagine une constitution gélatineuse. Grâce à cette transformation liquide, il peut se faufiler dans des espaces étroits, un atout précieux pour explorer des donjons dangereux. Il fait le bilan de ses forces avant d'aborder ses faiblesses, annonçant que la première est particulièrement problématique. Yuma réalise que sa transformation métallique trahit forcément son passage illégal dans un donjon noir, ce qui pourrait le faire accuser d'avoir enfreint la loi. Pris de panique, il comprend qu'il doit absolument cacher ce secret. En se renseignant, il découvre que les règles concernant l'entrée et la sortie des donjons noirs sont extrêmement strictes, et que toute infraction est considérée comme un crime grave. Yuma identifie sa seconde faiblesse, il ne peut pas utiliser la magie car son indice de mana est nul, ce qui l'empêche de vaincre les monstres dans les profondeurs des donjons. Il réalise que pour progresser, il doit absolument augmenter son mana et apprendre la magie. Par ailleurs, il découvre que seuls les membres d'organisations autorisées par le gouvernement peuvent accéder au niveau profond des donjons, une condition indispensable pour devenir un chercheur professionnel. Yuma réalise qu'il doit viser un emploi dans une entreprise de dungeoning pour accéder aux donjons profonds. Il regrette de ne comprendre cela qu'après avoir passé l'examen d'entrée et se demande quelle direction prendre maintenant. En discutant avec un ami, il apprend que l'examen pour l'Institut de formation des chercheurs n'a pas encore eu lieu, ce qui lui redonne un peu d'espoir. Malgré la date de l'examen d'entrée, les candidatures sont toujours ouvertes, ce qui redonne un espoir inattendu. Kaed, visiblement préoccupé,
est interpellée par une camarade qui la remarque enfin et lui demande de la suivre. Une conversation importante semble sur le point de commencer. Yuma, un peu gênée, demande à son amie de lui apprendre à étudier, ce qui la surprend énormément. Elle s'interroge sur ce changement soudain, surtout qu'il est déjà entré à l'université. Leur longue amitié rend cette requête d'autant plus inattendue et touchante. Yuma avoue vouloir en apprendre davantage sur les donjons et s'intéresse sérieusement à l'Institut de formation des chercheurs, malgré les doutes de son amie. Celle-ci, surprise et inquiète, lui rappelle qu'il lui avait dit qu'il n'y croyait pas, mais il insiste sur sa détermination. Il se demande alors s'il n'est pas trop tard pour changer de voie. Elle l'encourage avec conviction, lui rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour donner le meilleur de soi-même. Elle souligne que l'examen d'entrée privilégie les tests d'aptitude plus que les écrits, ce qui lui laisse une chance s'il travaille dur. Souriant avec confiance, elle lui demande s'il se sent prêt à relever ce défi. Déterminé, il promet de donner le meilleur de lui-même. Son amie, pleine d'énergie, l'encourage à se préparer sérieusement et à assimiler tout ce qu'il doit savoir. Ensemble, ils se lancent dans un intense entraînement pour l'examen d'entrée. Arrivé devant le bâtiment principal de l'Institut STI à Setagaya, Tokyo, il se prépare mentalement à l'examen. Elle lui rappelle que le lieu de l'épreuve du Messie se trouve à la 2e tour, tandis qu'il passera la sienne à la 4e. Ils se souhaitent mutuellement bonne chance, déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'écrit s'est mieux passé que prévu, grâce à l'entraînement intensif de Kaed. Pourtant, l'inconnu plane sur les prochaines épreuves pratiques et de mesure de mana, car même Kaed n'a pas pu lui fournir d'informations précises. Yuma se prépare mentalement à affronter un monstre pour tester son taux de gain de mana, conscient que les défis les plus importants restent à venir. Yuma fait la connaissance de Kagurazaka, une candidate plus âgée qui connaît bien le fonctionnement de l'examen, notamment l'utilisation des slimes rouges pour tester le mana. Ils découvrent qu'ils ont le même âge et échangent quelques informations en attendant leur tour, renforçant leur confiance mutuelle. Yuma et Kagurazaka apprennent que leur indice de mana est nul, ce qui est confirmé par les appareils de mesure. Elle le rassure en expliquant que ce n'est pas un problème de commencer à zéro, car ce qui compte vraiment, c'est la quantité de mana qu'ils pourront accumuler à partir de maintenant. Elle détaille ensuite l'importance du mana pour un chercheur, notamment pour renforcer les barrières magiques et utiliser des sorts puissants sur la durée. Yuma découvre que l'acquisition de mana varie d'une personne à l'autre, même en affrontant le même monstre. On lui explique le concept de taux de gain de mana ainsi que la limite supérieure de mana, un seuil personnel au-delà duquel le mana ne peut plus augmenter. On lui remet un couteau pour piquer le slime rouge et mesurer à nouveau son indice de mana après le combat. Yuma s'inquiète de ne pas voir son indice de mana augmenter du tout. La jeune fille le rassure en lui expliquant que même avec un faible taux de gain, il est possible de réussir, car certaines personnes ont une limite supérieure de mana très élevée. Elle insiste sur le fait que ces caractéristiques varient d'une personne à l'autre. Yuma se remémore avec détermination son année passée à vaincre des slimes métalliques. Il se motive intérieurement à ne pas flancher et à donner le meilleur de lui-même. Pendant ce temps, l'annonce du début de l'explication du test pratique retentit. Un homme en blouse blanche avertit les candidats du risque de blessure pendant le test. Il leur explique que l'épreuve se déroulera dans la seule installation au Japon à posséder un donjon artificiel. Le test pratique se déroulera dans un donjon artificiel, une installation expérimentale reproduisant un environnement similaire à un vrai donjon. Le but est simple, récupérer une balle cachée dans une boîte au sein du premier étage souterrain, tout en évitant les monstres qui seront libérés. Les candidats doivent faire preuve de prudence et d'agilité pour réussir dans le temps imparti. Les candidats s'interrogent sur l'interdiction d'attaquer les monstres avec leurs armes. L'homme en blouse explique que la clé du test est la rapidité et le courage de traverser le donjon sans se laisser intimider. Il insiste sur le fait que le temps nécessaire pour réussir sera évalué, et que les armes sont proscrites pour cette raison. Les candidats, confiants, discutent en attendant leur tour, certains minimisant la difficulté en pensant que les monstres ne sont que de simples slimes rouges. Soudain, un cri retentit depuis le donjon artificiel, semant la panique et l'incompréhension parmi eux. Yuma, surpris, se demande ce qui vient de se passer à l'intérieur. Une armée de slimes rouges, bien plus menaçante qu'elle n'en a l'air, fait son apparition. Ces créatures, nombreuses et intimidantes, se présentent comme le véritable cauchemar du donjon artificiel. Leur présence massive semble défier quiconque oserait les affronter. La panique s'empare des candidats alors qu'ils sont submergés par une multitude de slimes rouges, pris au piège. Certains crient à l'aide tandis qu'une jeune fille exprime son exaspération face à cette attaque inattendue et démesurée. Le chaos règne, et la fuite semble être la seule option. Le premier candidat est évacué, épuisé et clairement en échec après avoir passé plus de 8 minutes dans le donjon.
Une autre participante, essoufflée mais déterminée, termine son épreuve en moins de 3 minutes. Les examinateurs annoncent alors le prochain candidat, tandis que les slimes rouges envahissent à nouveau l'entrée du donjon. Yuma commence à ressentir une nervosité grandissante face à l'épreuve. Il apprend que certains candidats ont fui en hurlant, tandis que d'autres ont dû être secourus, et que même Kagurazaka, pourtant confiante, est revenue pas les marquer. Le moment est venu pour lui d'entrer dans le donjon, se demandant s'il pourra vraiment s'en sortir vivant. Yuma remarque une masse gluante collée au mur du donjon. Intrigué par sa nature, il se demande si cette étrange substance va l'attaquer maintenant qu'il tient la boule en main. Malgré son appréhension, il décide de continuer à avancer prudemment. Yuma observe que la masse gluante reste immobile, ce qui le surprend. Il réalise alors que cette créature est épuisée après avoir affronté de nombreux candidats, dont Kagurazaka. Soulagé, il comprend qu'elle prend un moment de repos avant de continuer. L'examen est terminé et notre héros échange un dernier signe de la main avec une camarade en espérant qu'ils réussiront tous les deux. Il regarde ensuite son téléphone, recevant un message de Kaed qui l'informe que l'examen va durer plus longtemps que prévu. Il se rassure en se disant qu'il a fait tout ce qu'il pouvait et qu'il ne lui reste plus qu'à attendre les résultats. Une semaine plus tard, notre héros découvre avec émotion qu'il a réussi l'examen. Il célèbre sa réussite avec enthousiasme, malgré la réprimande amusée de sa mère qui lui demande de faire moins de bruit. Yuma se prépare à expliquer à ses parents qu'il ne suivra pas la voie universitaire qu'ils imaginent pour lui. Il aborde sa mère avec hésitation, lui annonçant qu'il doit leur parler d'un sujet important une fois que son père sera rentré. Yuma annonce à ses parents qu'il ne poursuivra pas ses études à l'université ce printemps, mais qu'il intégrera l'Institut de formation des chercheurs. Ses parents, surpris, essaie de comprendre ce choix, tandis que sa mère réalise à quel point il a mûri, malgré l'image qu'elle a de lui au quotidien. Yuma avoue à ses parents qu'il a déjà passé et réussi l'examen d'entrée de l'Institut de formation des chercheurs, ce qui les surprend. Ils s'inquiètent de ne pas avoir été consultés avant, notamment sur les frais d'examen, tandis que notre héros s'excuse pour son silence. Il explique ensuite les conditions du programme, précisant que les frais d'inscription sont gratuits, mais qu'il devra payer ses propres dépenses de vie et que le cursus dure 6 mois avec des examens réguliers sous peine d'exclusion. Le père s'inquiète du danger du métier de chercheur et demande si son fils sera capable de gérer cela après sa formation. Yuma, bien conscient des risques, affirme qu'il est sérieux dans sa démarche et veut vraiment se dépasser. Malgré la gravité de la situation, il a déjà commencé à se préparer pour ce chemin difficile. Le père demande s'il n'aurait pas pu étudier après l'université, ce à quoi notre héros avoue qu'il n'avait pas vraiment de projet précis et qu'il a décidé d'y aller sans grande motivation. La mère, avec un regard sévère, semble prête à lui reprocher son manque d'effort. Yuma s'inquiète de leur jugement et cherche comment les convaincre de sa détermination. Le père admet que son fils ne leur a jamais vraiment parlé de ses passions ou de ses envies. Jusqu'à maintenant, il est surpris de découvrir que le protagoniste a finalement un projet qu'il souhaite réellement poursuivre. Touché, notre héros remercie son père, visiblement ému par cette reconnaissance. Le père encourage son fils à ne pas abandonner complètement l'université, mais à prendre un congé pour se consacrer à son projet. Il lui propose de lui faire signe quand il sera prêt à reprendre officiellement ses études. Ému, le protagoniste accepte avec enthousiasme, promettant de ne pas les décevoir. Les parents observent leur fils s'élancer avec détermination, malgré leurs doutes sur la sagesse de son choix. Ils réalisent qu'il a déjà tracé sa propre voie depuis longtemps et que rien ne pourra le faire changer d'avis. Leur seul rôle désormais est de le soutenir au mieux pour qu'il puisse continuer à avancer avec toute son énergie. Le jour de la cérémonie d'entrée à l'Institut de formation des chercheurs est enfin arrivé. Yuma, débordant d'enthousiasme, entraîne ses 2 compagnons, impatients de commencer cette nouvelle aventure. L'excitation est palpable sous les cerisiers en fleurs, symbole d'un nouveau départ. Les 3 amis discutent avec enthousiasme de la décision de Yuma de devenir chercheur, révélant qu'ils se sont soutenus mutuellement pour atteindre cet objectif. La joie de se retrouver ensemble est palpable, renforcée par la douceur des cerisiers en fleurs qui les entourent. Leur complicité renaît, promettant une belle aventure à venir. Le voilà enfin aux côtés de Louis et Kaed, prêt à travailler main dans la main avec eux. Leur trio est réuni, prêt à affronter ensemble les défis qui les attendent à l'Institut. L'avenir s'annonce prometteur sous les cerisiers en fleurs.